pour commencer vers une mise en accusation de 5 ministres devant la Haute Cour de justice. L'Assemblée nationale s'active. 2 réunions cruciales ont ainsi été convoquées ce mercredi par le président de l'Assemblée. Une procédure qui fait suite à la saisine du parquet pour l'ouverture d'une enquête sur la gestion des fonds Covid-19. Et puis dans le secteur de la pêche, la polémique autour de l'interdiction des filets à monofilament. Les acteurs du secteur sont divisés, mais à Soumbédioune, ces derniers sont en phase avec la mesure annoncée par le ministre de tutelle. Et pour terminer, en Côte d'Ivoire, Tidiane Thiam, le chef du principal parti d'opposition, radié de la liste électorale à 6 mois de l'élection présidentielle en cause un défaut de nationalité. D'après la justice, le principal intéressé lui crie à l'élimination politique injustifiée. Voilà tout pour l'essentiel des titres. Le développement, c'est tout de suite. Et nous l'annoncions donc tantôt, l'Assemblée nationale qui entre dans une nouvelle phase de son action judiciaire avec la convocation urgente de 2 réunions cruciales sous l'impulsion du président El Malick Ndiaye pour l'examen de la demande de mise en accusation de 5 anciens ministres devant la Haute Cour de justice. Une procédure qui fait suite à la saisine du parquet qui a demandé l'ouverture d'une enquête concernant la gestion du fonds Force Covid-19, une affaire qui secoue actuellement le paysage politique et judiciaire du pays. Lors de ces réunions aujourd'hui, le but est d'informer tout d'abord les membres de la procédure en cours et de déterminer le calendrier des travaux législatifs liés à ces affaires. La conférence des présidents, une instance clé de l'Assemblée, sera chargée de fixer les dates de réunion de la commission des lois qui examinera ces dossiers ainsi que de la plénière qui devra voter la résolution de mise en accusation. Et cette éventualité de mise en accusation d'anciens ministres de l'ancien régime fait réagir Maître Omar Youm, avocat de l'ancien ministre Mansour Faye. Dans son communiqué, il n'a pas hésité d'interpeller le procureur général près la cour d'appel sur ce qu'il qualifie de commandement politique. Malick Ndiaye a convoqué ce mercredi le bureau de l'Assemblée nationale pour l'informer de la saisine du parquet, l'ouverture officielle de la procédure de mise en accusation des anciens ministres Mansour Faye et Moustapha Diop devant la Haute Cour de justice citée dans l'affaire de la gestion des fonds Force Covid-19. Omar Youm, avocat de l'ancien ministre Mansour Faye, a quant à lui adressé une lettre ouverte au procureur général près la Cour d'appel de Dakar. Dans sa missive, il interpelle le procureur sur des questions ayant trait aux procédures judiciaires engagé contre plusieurs anciens ministres du régime précédent. Omar Youm salue la démarche de transparence amorcée par le procureur lors de sa conférence de presse, mais exprime cependant de vives préoccupations face à ce qu'il qualifie de zone d'ombre dans les déclarations du parquet. Alors que les polémiques autour de la gestion des fonds liés à la pandémie de Covid-19 continuent d'alimenter l'actualité au Sénégal, l'ancien ministre Mansour Faye est monté au créneau lundi dernier lors d'un point de presse. Il a tenu à apporter des éclaircissements sur les accusations formulées à son encontre dans le rapport de la Cour des comptes. Plusieurs points ont été soulevés par l'avocat Maître Youm, notamment la compétence du parquet à engager des poursuites contre d'anciens membres du gouvernement pour des faits commis dans l'exercice de leurs fonctions qui, selon la loi organique du 22 février 2002, selon lui, relèvent de la Haute Cour de justice. Omar Youm interpelle directement le magistrat sur un possible agenda politique à travers ce questionnement. Pouvez-vous jurer sur votre serment de magistrat et sur le Coran que vous citez souvent n'avoir reçu aucune instruction politique? En attendant, Moussa Mané, les enquêtes liées à la gestion des fonds Force Covid-19 se poursuivent. Dernier mis en cause en date, l'ancien directeur de l'administration générale et de l'équipement du ministère de la famille, Djibi Diakhaté, ainsi que ses co-accusés Ndongombay et Mamadou Gueye Dramé, qui ont obtenu une liberté provisoire. Cette liberté conditionnelle a été accordée après le versement d'une caution de 62 millions de francs CFA, ainsi que le dépôt d'un titre de propriété évalué à 26 millions de francs CFA, soit un total équivalent à la somme ciblée par le parquet. Dans le registre toujours de cette affaire, des associations et acteurs culturels ont tenu une conférence de presse hier en après-midi, et c'est pour exprimer leur soutien à la justice suite à la publication du rapport justement sur les fonds Force Covid et la convocation jusque-là de plusieurs artistes. La raison de notre présence, c'est dû quand même au fonds Covid qui a été destiné aux artistes. Et de là, nous avons remarqué qu'il y a eu pas mal de malversations. Et nous tenons quand même à dénoncer, mais aussi à soutenir
la machine judiciaire qui est actuellement en marche, pour dire qu'on est entièrement avec eux pour que quand même tout soit clarifié. Parce que les artistes ont été enfermés durant des mois. Durant des mois, les artistes n'ont pas travaillé, ce ne sont pas des salariés. Ils comptaient beaucoup sur cet argent pour pouvoir subvenir à leurs besoins, payer leur loyer, les scolarités de leurs enfants, et malheureusement, ils ont reçu une somme insignifiante par rapport à ce qui a été dessiné pour quand même cette période un peu difficile. Donc, pour nous, on est pour que justice soit faite et que les coupables soient vraiment traduits devant la justice. Sur cette situation économique, sociale et politique du pays, Thierno Alassane Sall a émis des critiques acerbes hier contre le régime en place. En conférence de presse, il s'est dit indigné de la démarche jusque-là du nouveau régime. Thierno Alassane Sall leur lance alors un appel à se concentrer, dit-il, sur les urgences. L'économie est quasiment à l'arrêt. Thierno Alassane Sall impute ainsi la situation délicate de l'économie du pays aux nouvelles autorités. Car selon lui, depuis leur installation, aucun secteur d'activité n'a pris son envol. Il en veut pour preuve plusieurs exemples. Le secteur de la pêche vit des difficultés incommensurables. La brèche de Saint-Louis a englouti près de 40 vies en un an. Les entreprises de BPP sont presque à l'état de léthargie. Les chiffres d'affaires des cimenteries ont baissé de 25%. Autre situation qui le conforte dans son argumentaire, c'est la cherté du carburant au Sénégal. Au Mali, l'essence coûte 775 à Bamako. À Ouagadougou, c'est un peu autour de 650. Au Sénégal, des pays enclavés en guerre. Au Sénégal, c'est 990, plus de 200 francs. On sait que depuis un an, le cours du baril a chuté de plus de 20%. Il y a longtemps que le prix de l'électricité, il y a longtemps que le prix du pétrole à la pompe aurait dû baisser drastiquement. Pour ce qui est de la démocratie, c'est le même son de cloche, indique Thierno Alassane Sall, qui s'indigne des propos récents du Premier ministre sur la liberté d'expression. Ça, c'est l'envers de la démocratie et de notre Constitution qui garantit la liberté d'expression. Et eux-mêmes, ils ont dit que nous sommes prêts et nous devons être prêts à mourir si on nous empêche notre liberté d'expression. C'est pourquoi ceux qui sont morts dans les événements sont des combattants de la liberté. C'est ce qu'il a dit. Comment peut-il après dire que nous garantissons la liberté d'expression, mais nous ne garantissons pas la liberté après l'expression? Le leader du parti République des Valeurs appelle ainsi les nouvelles autorités à relever tous ces défis et à éviter de faire la diversion dans des sujets qui ne vont pas avancer le pays. Par ailleurs, il se dit prêt à débattre avec Ousmane Sonko partout où il voudra et dans n'importe quelle langue. Parlons de pêche à présent avec l'interdiction de pêche au monofilament. Les acteurs du secteur sont divisés sur la question et si certains s'insurgent contre cette décision de leur ministère de tutelle, les pêcheurs de Soumbédioune, eux, approuvent totalement. D'après eux, les monofilaments freinent leurs activités et contribuent à la destruction de l'écosystème marin. Le malheur des uns fait le bonheur des autres. Le programme de remplacement des filets en monofilament annoncé par le ministre de la Pêche divise les acteurs du secteur au moment où ceux qui s'activent dans ce domaine fustigent la mesure. Leurs camarades de la pêche industrielle s'en réjouissent. Ils ne sont pas d'accord parce que la mesure les vise directement. Moi, j'exerce ce métier depuis plus de 40 ans. Je n'ai jamais touché à ça. Nous ne sommes pas contre eux, mais ils doivent changer leur façon de faire. Au-delà d'une mesure de protection de l'écosystème marin, il s'agit pour ces pêcheurs d'une question de survie. Parfois, nous dem comme longue distance. Leur façon de faire laisse à désirer. Ils nous portent préjudice. Nous n'arrivons plus à capturer les poissons à cause de ces filets qui créent un vrai désordre. Les filets en monofilament causent d'énormes dégâts dans la mer et nuisent à leurs activités. Ce qu'ils font, c'est de la surpêche. Les filets en monofilament capturent beaucoup de poissons et la grande partie est encore jetée à la mer. Les poissons pourris font fuir les autres poissons. La mer nous appartient à tous.
Chacun de nous devrait penser aux autres. Il y aura toujours des problèmes. Toutefois, les pêcheurs déplorent l'annonce de la suppression de la subvention des moteurs des pirogues et menacent de ne plus continuer le paiement des permis de pêche. Et toujours sur la question, le président de l'Association nationale des éleveurs, agriculteurs et pêcheurs du Sénégal réclame des concertations concernant la question. Mamadou Faye estime que la décision pourrait porter préjudice aux pêcheurs qui continuent d'utiliser les monofilaments. Moi, dans un premier temps, le ministre doit organiser ce qu'elle doit faire, organiser une concertation, parler, convoquer les pêcheurs, surtout la majeure partie des pêcheurs. Le ministre peut parler avec eux. Et cette proposition, donc écouter les pêcheurs, est-ce que réellement on peut arrêter les monofilaments ou pas? En tout cas, aujourd'hui, nous attendons des réalisations du ministre. Régler notre problème aussi, les problèmes qui touchent dans le secteur de la pêche. On attend vraiment des solutions avec le ministre. Voilà. Le ministre aussi disait qu'elle doit arrêter la subvention des moteurs. Mais si toutefois le ministre arrête les subventions, bon, qu'est-ce qu'on doit faire? Nous, ça va être, c'est un problème. C'est un problème parce que les moteurs GAL coûtent très cher. Voilà. Donc, l'État du Sénégal est toujours, c'est notre premier partenaire. Donc, l'État ne doit pas arrêter les subventions. En tout cas, je donne toujours un conseil au ministre. Il faut qu'elle appelle une concertation, parler avec les pêcheurs. Pour moi, c'est possible, quoi. Et puis, crise dans le secteur du transport à Ziguinchor. 7 personnes ont été interpellées hier à la suite du blocus organisé par les membres de l'Union des transporteurs routiers de la région. Le mouvement de protestation visait une compagnie de transport privé accusée par les manifestants de pratiquer une concurrence déloyale. L'Union des transporteurs dénonce ce qu'elle considère comme étant une violation des règles du secteur, appelant ainsi les autorités à réguler plus strictement les activités des compagnies privées. De leur côté, les autorités locales n'ont pas encore officiellement réagi à cette situation. Une enquête a été ouverte pour déterminer les responsabilités et apaiser les tensions entre les différentes parties. On reste sur les routes avec les cas d'accidents, notamment ceux causés par les gros porteurs, à l'image de l'incident survenu sur l'autoroute à péage à hauteur de Tiaro. Il faut savoir que depuis des années, l'État se démène pour faire appliquer la réglementation qui n'est malheureusement applicable que sur la route nationale. Il y a aussi la difficile mise en œuvre du règlement numéro 14 de l'UEMOA. Dieu me baille pour les détails. La scène est digne d'un film d'action. Une course-poursuite entre 2 camions sur l'autoroute à péage à hauteur de Thiaroye-Chips. L'un des poids lourds a fini par se renverser sur la glissière après avoir heurté un obstacle. L'autre camionneur a pris la fuite. La vidéo filmée par un automobiliste qui était derrière les 2 gros porteurs a été utile à l'enquête. Le chauffeur du camion immatriculé TH6085E a été alpagué quelques heures plus tard au port autonome de Dakar, précisément au Môle 1. De l'avis du secrétaire général de l'Union des routiers du Sénégal, le responsable de l'accident doit être poursuivi pour crime. Ce conducteur de camion, ce qu'il a fait n'est pas une infraction. Il a commis un crime. Son intention était de tuer une personne. L'accident a remis au goût du jour la lancinante problématique de la sécurité routière et l'indiscipline notoire sur les routes. Pourtant, le gouvernement a pris pas mal d'initiatives pour réglementer la circulation de ces gros porteurs. À Dakar, par exemple, depuis 2020, sur arrêté numéro 099 GRD-AA du gouverneur portant réglementation des horaires de circulation des véhicules routiers, la circulation des véhicules lourds est interdite aux heures de pointe. En ce qui concerne l'arrêté du gouverneur de Dakar, la circulation des gros porteurs sur Dakar est interdite de 6 h du matin à 10 h. Mais ceux qui passent sur l'autoroute à péage ne font l'objet d'aucun contrôle, car l'autoroute est du domaine du privé. Concernant toujours la réglementation,
Il y a aussi le règlement numéro 14 de l'UEMOA relatif à l'harmonisation des normes et des procédures du contrôle du gabarit, du poids et de la charge à l'essieu des véhicules lourds de transport. Certains respectent le règlement de l'UEMOA, tandis que d'autres ne s'y plient pas. C'est la raison pour laquelle on sanctionne souvent des conducteurs de gros porteurs au niveau du site de pesage. Et ils paient cher quand ils dépassent les normes requises. Les gros porteurs sont souvent impliqués dans des accidents mortels et surtout dans la destruction des infrastructures routières telles que les passerelles. Et puis nous revenons sur le rappel à Dieu du pape François. Le monde en deuil et se prépare pour ses obsèques. En attendant, sa succession est aussi une question qui taraude. Quelques noms ressortent déjà comme possibles successeurs, dont certains cardinaux africains comme le cardinal Robert Sarah de la Guinée ou encore le cardinal Peter Turkson du Ghana, entre autres. Leur portrait signé Moussamani. C'est en Afrique que la population catholique croît le plus rapidement au monde, représentant plus de la moitié de l'augmentation globale. Les chiffres les plus récents du Vatican montrent qu'en 2022, près de 20% des catholiques du monde vivaient sur le continent. Cela représente une croissance de 0,32% par rapport à l'année précédente, la plus forte de toutes les régions. Le nombre de catholiques a chuté de plus de 63% selon le centre de recherche Pew Research Centers basé aux États-Unis. La région, autrefois considérée comme le cœur du christianisme, est devenue l'une des plus laïques au monde. Mais depuis hier, des noms circulent sur la possibilité de succéder au pape François, parmi lesquels des cardinaux africains de nationalité guinéenne, congolaise ou encore ghanéenne. Ainsi, parmi les cardinaux en lice, l'on mentionne l'Africain Robert Sarah, né le 15 juin 1945 dans la région de Boké, Nord-Guinée. Il a été archevêque de Conakry de 1979 à 2001. Il est créé cardinal par Benoît XVI en 2010. Le 23 novembre 2014, le pape le nomme préfet de la Congrégation pour le culte divin et la discipline des sacrements. Selon plusieurs spécialistes africains, Robert Sarah se distingue pour ses positions conservatrices, notamment sur l'homosexualité et l'immigration. Peter Turkson, archevêque du Ghana, et Fridolin Ambogo, archevêque de Kinshasa, en République démocratique du Congo, figurent comme les favoris. Turkson, âgé de 76 ans, a longtemps été un candidat potentiel pour devenir le premier pape noir. Son parcours, marqué par son engagement sur des questions économiques mondiales et son influence sur le développement du continent africain, en a fait une figure clé du Vatican. Quant à Ambogo, âgé de 65 ans, son action militante pour la paix et la démocratie en République démocratique du Congo lui confère une notoriété croissante au sein de l'Église, notamment grâce à ses positions fermes sur les questions sociales et politiques en Afrique. L'ascension de l'un de ces cardinaux africains serait un événement marquant non seulement pour l'Église, mais aussi pour le continent africain, avec un nombre croissant de catholiques africains. La désignation d'un pape issu du continent pourrait renforcer l'influence de l'Église sur le continent et la scène internationale. On termine dans la sous-région. Élection en Côte d'Ivoire. L'opposant Tidiane Thiam, écarté par la justice de la course à la présidentielle. Ce dernier n'a pas tardé à réagir, qualifiant cette décision d'élimination politique injustifiée. La justice a estimé que Tidiane Thiam avait perdu la nationalité ivoirienne lorsqu'il a acquis la nationalité française en 1987. Les détails avec Djibril Diallo. S'appuyant sur l'article 48 du Code de la nationalité qui stipule qu'un Ivoirien majeur perd la nationalité ivoirienne au bout de 15 ans s'il acquiert volontairement une autre nationalité, le juge estime que Tidiane Thiam a perdu la nationalité ivoirienne quand il a acquis la nationalité française. Le président du PDCI dénonce une décision unique. Le pouvoir vient simplement d'éliminer, à travers un raisonnement juridique inique et incompréhensible, son rival le plus sérieux, ainsi que les sondages le démontrent. Ce n'est pas normal, et ce n'est pas l'image que je souhaite que notre pays donne de lui-même. Le chef de l'opposition ivoirienne se dit victime d'une campagne de diabolisation et d'une décision politique visant à éliminer un potentiel candidat à la prochaine présidentielle. Ce sont des militants du parti au pouvoir qui ont démarré ces procédures infondées contre moi, représentés par des avocats du parti au pouvoir, portant ces procédures devant des juges nommés par le parti au pouvoir.
Et donc voilà plutôt la décision à laquelle nous sommes confrontés ce soir. N'étant pas électeur, Tidiane Thiam n'est à ce stade pas éligible à la présidentielle du 25 octobre. Et à ce stade, il n'y a pas d'autre recours possible pour demander sa réinscription sur la liste électorale. Mais le successeur de Henri Konan Bédié à la tête du PDCI ne compte pas se laisser faire. Je n'accepterai pas cette radiation parce qu'elle est injuste, injustifiée et incompréhensible. Le PDCI n'accepterait pas cette radiation. Et d'ailleurs, je remercie tous ceux qui, depuis cet après-midi, depuis que la nouvelle a été annoncée, m'ont envoyé des messages de soutien. J'ai été inondé de messages de soutien. Vraiment, merci, j'apprécie, ça me fait chaud au cœur. Cette radiation ramène au goût du jour le problème d'ivoirité dont Alassane Dramane Ouattara, qui pourrait briguer un 4e mandat, a lui-même été victime. Pour l'empêcher de participer à la présidentielle de 1995, Henri Konan Bédié et son parti, à la tête duquel se trouve aujourd'hui Tidiane Thiam, avait développé le concept nationaliste d'ivoirité, accusant Alassane Ouattara d'être d'origine burkinabé. Aujourd'hui, beaucoup d'observateurs craignent le retour des violences électorales lors de la présidentielle prévue en octobre prochain. Et sur ce, nous passons tout de suite à la revue de presse. Bonjour. La procédure de mise en accusation d'anciens ministres impliqués dans la gestion des fonds dédiés à la lutte contre la Covid-19 est au menu des journaux paru ce mercredi. L'Assemblée nationale entre dans le vif du sujet, affichant à une l'Observateur qui indique que le bureau de l'institution parlementaire est convoqué ce mercredi par le président El Malick Ndiaye pour l'informer de la saisine du parquet et de l'ouverture officielle de procédure de mise en accusation des anciens ministres dont Mansour Faye et Moustapha Diop devant la Haute Cour de justice. L'Obs ajoute que dans la foulée, une deuxième réunion est prévue avec la conférence de présidents afin de fixer le calendrier des travaux parlementaires relatifs à l'examen. Selon le journal, le DAF de l'ANEMO a envoyé en prison les fournisseurs cautionnent plus d'un demi-milliard de francs CFA. Mais dans source A, c'est Mansour Faye qui rejette les accusations et se justifie. Selon lui, c'est l'un des vérificateurs de la Cour des comptes qui a commis des erreurs dans la gestion des fonds force Covid-19. Le journal Le Quotidien fait dans le jeu de mots et parle de la justice du riz, la défense de Aliou Sow, l'ex-DAGE du ministère du Développement communautaire, les premiers mandats de dépôt et de bracelets électroniques décernés. L'Assemblée entre en action ce mercredi. Sans le journal, les écoles embauchent la même trompette et écrit que les mises en accusation, mises en branle, un premier lot de 5 ministres dans les coulisses. En politique, nous restons avec les échos. Thierno Alassane Sall n'a pas mis de gants pour asséner ses vérités. TAS défie encore Sonko, titre le journal. Je suis prêt à répondre à son appel, quel que soit le lieu, a déclaré Thierno Alassane Sall. Wolf Quotidien, ça fait l'écho de la sortie du député de l'opposition, Thierno Alassane Sall, contre le régime. À défaut d'un face-to-face avec le premier ministre Ousmane Sonko, le député Thierno Alassane Sall a fait face à la presse hier. Et c'est pour peindre un tableau sombre de la situation économique, selon toujours Wolf. Dans le Peuple Quotidien, c'est Thierno Alassane Sall qui dénonce télé bariwar comme pour dire qu'ils sont incapables. Dans les comptes du journal toujours, ce sont 62 personnalités qui s'attaquent à Macky. Sur le journal, universitaire intellectuel ne rime pas avec sectarisme et chapelle politique. C'est un braquage moral et sémantique selon le Peuple Quotidien. La radiation de Tidiane Thiam de la liste électorale au Côte d'Ivoire est abordée par les journaux. Selon l'info, le tribunal de première instance d'Abidjan a ordonné mardi la radiation de Tidiane Thiam de la liste électorale et estime que le candidat du PDCI à la prochaine élection présidentielle n'était plus ivoirien au moment de son inscription sur la liste en 2022. Pour enquête, Ouattara révèle les démons de la division dans un pays marqué par le drame du concept de l'ivoirité. Tidiane Thiam out, mais en exercice quotidien, rappelant que l'actuel président de la Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, accusé d'être d'origine burkinabé, avait lui-même été empêché de se présenter à l'élection présidentielle de 2000 pour cause de nationalité douteuse. Selon l'AS, Ouattara joue avec des allumettes. Doit-on craindre le pire pour la Côte d'Ivoire? Personne ne souhaite bien évidemment une réponse affirmative à cette question. En sport record sur la Ligue 1 au Sénégal, TFC Agel, le show bouillant derby rufisquois. Tribune Sport souligne que le Barça se rapproche du titre grâce à sa victoire sur Mallorca. Bonne lecture. Et c'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. À 14h, vous avez le Wolof. Merci, bonne suite de programme sur la 7 TV.